AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre la souffrance animale, c'est la thématique que vous choisissez ce matin en ce jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture. On va en parler dans quelques minutes avec votre invitée Brigitte Gauthier, qui est cofondatrice de L214. C'est une thématique qui vous tenait à cœur en particulier ce matin, Muriel. Oui, parce qu'au moment du Salon de l'Agriculture, l'industrie d'élevage et de l'abattage des animaux est au cœur des débats. En 2019, dans le monde, les activités d'élevage et d'abattage ont concerné plus de 80 milliards d'animaux terrestres et plus de 300 milliards d'animaux aquatiques, sans oublier les plus de 1000 milliards de poissons sauvages capturés. Des chiffres vertigineux qui soulignent une disproportion absurde avec les 7,6 milliards d'êtres humains peuplant notre planète. En France, en 2018, 1 milliard d'animaux ont été abattus pour notre consommation, 3,2 millions d'animaux chaque jour, 8 sur 10 issus d'élevage intensif, qualifiés d'élevage standard. Ces animaux sont, selon leur espèce, enfermés dans des cages, entassés dans des bâtiments ou des enclos, souvent sans limite de densité, parfois sans règles minimales de protection animale et de respect de leurs besoins biologiques les plus élémentaires. 95% des cochons et 54% des poules pondeuses ne verront jamais la lumière du jour. 99,90% des lapins, autrement dit 100%, ne verront jamais le moindre brin d'herbe. 60% des chèvres sont élevées en bâtiments fermés sans accès à l'extérieur. Ces conditions inhumaines trahissent un manque flagrant de respect pour ces êtres vivants sensibles, en dépit de législations existantes qui exigent des conditions de vie respectueuses et une interdiction de souffrance. La sélection génétique et les progrès de la zootechnie, cette science censée rendre les animaux toujours plus performants, ont aggravé leur situation. Les poulets standards atteignent désormais un point de 1,8 kg en seulement 35 jours, une croissance qui induit pour 75 à 90% d'entre eux des maladies cardiaques, des difficultés à se déplacer et une mort prématurée. Cette série de chiffres clés permet de prendre la mesure des souffrances infligées aux animaux pour satisfaire notre demande en viande et autres produits d'origine animale. Produire toujours plus d'œufs, de lait, de viande, toujours plus vite, est le reflet d'une réalité qui valorise la productivité au détriment du bien-être animal et à celui du niveau de vie des agriculteurs et des éleveurs. Il est temps, dans une société qui s'affirme, qui se prétend respectueuse et éthique, de repenser nos relations avec les animaux et de comprendre la souffrance cachée derrière notre alimentation. Il est impératif d'assumer l'impact écologique et environnemental désastreux de l'élevage intensif, un contributeur majeur mondial au changement climatique, à la déforestation, à l'épuisement des ressources en eau et à la pollution des écosystèmes. Un pas semble fait avec le plan souveraineté élevage présenté cette semaine par le gouvernement, au constat de Gabriel Attal sur « Il n'y a pas de pays sans paysans, pas de France sans agriculture ». J'ajouterai « Il n'y a pas de nation digne sans prise de conscience de la souffrance animale ». Eh bien, on en parle avec votre invitée Brigitte Gauthier, qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, cofondatrice de L214. Bienvenue. Brigitte Gauthier, vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, vous venez d'apostropher le leader de la viande de poulet en France, avec une opération de sensibilisation remarquée, et que je trouve remarquable, sur les élevages intensifs, avec l'implication de l'animateur Nagui, place du Trocadéro à Paris. Vous avez montré 44 cadavres de poulets issus d'une sélection génétique poussée et effrénée et victimes de malformations cardiaques, respiratoires, d'hypertrophie musculaire, et tous morts prématurément. Alors, il faut des opérations de ce genre pour rendre visible ce qui ne l'est pas uniquement avec des mots? Oui, malheureusement, oui. Là, avec ces 44 cadavres, ils étaient tous issus du même élevage et c'était des animaux morts au fur et à mesure, il y en a tous les jours. Et du coup, chaque jour, on a montré en fait la croissance extra rapide. Ils prennent, là, ce sont des poulets lourds, ça s'appelle. Ils pèsent 50 grammes le premier jour, ils pèsent 3 kilos le dernier. Ça fait une prise de poids fois 60 en un mois et demi. C'est absolument gigantesque et c'est le cas de beaucoup d'animaux, comme vous l'avez souligné, 8 sur 10 qui proviennent d'élevage intensif sans accès à l'extérieur, qui peuvent venir de cages, on les mutile, on les enferme, et puis ne parlons pas des abattoirs, puisque tous ils y passent, il n'y a pas d'abattoir bio, label ou je sais pas quoi, ils sont tous tués de la même façon. Donc amener la prise de conscience, rendre transparent l'industrie de la viande, c'est effectivement quelque chose qui nous tient à cœur, et malheureusement, juste les enquêtes, juste les actions, encore aujourd'hui, on ne fait pas suffisamment pour que
après la prise de conscience, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes, 89 personnes disent que la question animale, c'est une question importante. Pour autant, on a du mal à faire avancer les choses, à faire changer les pratiques, que ce soit des pratiques d'élevage ou que ce soit nos pratiques alimentaires. Le groupe LDC, propriétaire des marques que vous mettez en cause, a lancé un référé pour vous empêcher d'informer les consommateurs sur leurs conditions d'élevage. Vous avez été assigné mardi dernier en référé au tribunal judiciaire de Strasbourg. Vous avez perdu. Que ressentez-vous ? Une grande tristesse déjà pour la liberté d'informer, mais on le sait, hein, c'est toujours l'inquiétude quand il y a des procédures juridiques comme ça, c'est le risque. Évidemment, on fait appel de cette décision parce que pour nous, c'est très important de montrer les conditions d'élevage, de transport, d'abattage des animaux, de faire la transparence sur les pratiques de ces industries et là, spécifiquement, sur la sélection génétique effrénée qui donne des poulets malades, comme on peut le voir sur les images qu'on a pu montrer. Alors, votre demande, hein, c'était de poser des stickers, si j'ai bien compris, hein, sur ces produits dans les supermarchés. Alors, comment est-ce qu'on peut rétablir la vérité pour les consommateurs ? C'est très difficile pour un consommateur de se rendre compte des conditions d'élevage, hein, bien évidemment, et des conditions d'abattage, sauf à être un aficionado de votre association. Comment est-ce qu'on peut davantage rétablir la vérité pour les consommateurs dans les lieux où on achète ces produits ? C'est la très grande difficulté et vous le soulignez, hein, LDC qui a les marques Le Gaulois, Maître Coq, Marie. Ils ont fait leur dernier résultat annoncé, c'était 290 millions de bénéfices. Comme les autres industries de la viande, hein, ils ont des moyens vraiment énorme de communication, incomparable par rapport à L214. Si on regarde notre budget, nous, c'est 36 fois moins que ces 290 millions de bénéfices. Donc eux, ils ont des campagnes de publicité, même leurs poulets dansent le French Cancan dans les pubs, et nous, en face, on a des actions pacifiques, bon enfant, qu'on essaye effectivement de rendre publiques par les réseaux sociaux, par les médias, de façon à offrir un discours différent par rapport à ce qui est porté. Mais ça reste effectivement dérisoire aujourd'hui. Alors ça, c'est la mission de L214, hein, dont vous êtes la co-créatrice. Vous êtes bien, enfin c'est votre job à plein temps, hein, vous ne faites que ça, c'est-à-dire être une militante du droit des animaux et du bien-être animal. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette association ? C'était une soif de justice, une question de solidarité, une question de compassion, tout simplement. Les autres animaux sont des êtres doués de sensibilité. Leur vie peut se passer bien ou mal. Et pour nous, c'était important de se poser la question, est-ce que on est obligé de manger les animaux ? Est-ce qu'on est obligé de manger leurs produits ? La réponse à cette question, en tout cas en France, ici, aujourd'hui, maintenant, c'est non. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer ça, offrir une transition, un accompagnement à notre société pour reconnaître les animaux en tant que cohabitants de notre planète et pas des ressources à notre disposition comme on le fait aujourd'hui, en négligeant, comme vous l'avez rappelé dans votre poignante introduction, comme juste des objets de consommation. Alors, ce qui vous a rendu très connu, hein, ce sont vos enquêtes, hein, vos enquêtes sur les conditions de vie dans les élevages et les abattoirs. Comment vous faites pour réaliser ces enquêtes, hein ? On n'en dit pas grand-chose puisque on vient de parler d'une procédure Bayon et c'est pas l'unique et la seule. L'industrie, elle aime pas qu'on regarde un petit peu sous le tapis ce qui se passe. Elle aime pas la transparence, mais on peut citer quelques affaires qui ont été médiatisées. Je veux citer Mauricio Garcia Pereira qui travaillait depuis 6 ou 7 ans à l'abattoir de Limoges et qui nous a dit moi je peux vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de cet abattoir et qui a montré notamment l'histoire des vaches gestantes. Donc ces vaches qui sont abattues alors qu'elles attendent encore des petits. Je peux citer aussi quelques-uns de mes collègues, Sébastien, Thomas, qui se sont fait embaucher dans des abattoirs et qui ont ainsi montré la réalité. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est difficile de parler dans des conditions dans lesquelles on peut obtenir des images, puisque, par exemple, il existe une convention tout à fait folle entre le ministère de l'Intérieur, qui a dicté ça, donc la gendarmerie, la FNSEA, principal syndicat agricole, et les jeunes agriculteurs, pour suivre les actions de nature idéologique, entendez les actions des associations animalistes et écologistes, et pouvoir agir en justice justement par rapport à ça. Donc on est dans une insécurité très forte par rapport à ça, donc on évite de trop en parler pour justement aussi éviter d'avoir des obstacles à pouvoir montrer ces images qui sont des moments de vérité, qui sont très peu présents, hein. Il y a beaucoup de
plus de publicité qui passe ou de discours des filières qui passent que la voix des associations. Alors des moments de vérité, des moments choquants évidemment pour les consommateurs que nous sommes et puis pour les amoureux des animaux que nous sommes aussi. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui affirment que vos actions, sont celles de L214, sont trop provocatrices ou contre-productives ? Alors ça engage les personnes qui le pensent. Nos actions, elles ont toujours été non violentes, basées sur des faits, basées sur des enquêtes de terrain, basées sur des études scientifiques, et on dénonce un système qui est atroce pour les animaux, ils y perdent jusqu'à la vie, bien sûr, qui est pas terrible pour les éleveurs. On parle beaucoup de la crise agricole comme si c'était une crise maintenant, alors que ça fait des années et des années. Certains éleveurs viennent vers nous et nous parlent de leurs conditions de travail où ils trouvent qu'ils sont juste des techniciens d'ambiance. Ils vérifient que les trémies marchent pour amener de la nourriture, amener l'eau. Eux, ils sont chargés de ramasser des cadavres toute la journée, donc ils sont pas très heureux. Et puis, il y a la question environnementale. Donc nous, notre mission, c'est de poser ces faits auprès du public pour pouvoir faire avancer et puis aller à la rencontre des entreprises, aller à la rencontre des politiques de façon à faire bouger la législation d'une part, bouger les circuits de vente. On a fait par exemple reculer l'élevage en batterie des poules pondeuses en France par les engagements des supermarchés, de l'hôtellerie-restauration, des fabricants. Et donc, le nombre de poules pondeuses en cage diminue en France d'année en année. Alors, on est en plein salon de l'agriculture. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux agriculteurs et aux éleveurs qui revendiquent plus de liberté, moins de normes, donc moins de contraintes, et une rentabilité respectueuse de leur travail, plus de revenus? Comment ça se passe avec les agriculteurs ? Ça dépend. Il y en a pas mal qui nous écrivent et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Nicolas Legendre, Silence dans les champs, mais on se trouve confronté à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, les éleveurs qui viennent nous parler nous disent surtout ne dites pas que nous sommes en contact parce que moi je crains des représailles. Mais je suis malheureux dans mon travail. Je voudrais que ça change. Et en fait, c'est pas les normes qui l'ennuient. Les normes, elles sont imposées finalement par des grands groupes. Par leurs coopératives, par les banques, on les pousse à produire toujours plus. Et vous le rappeliez, 80% des animaux qui sont abattus aujourd'hui proviennent d'élevage intensif sans aucun accès à l'extérieur. Les éleveurs qu'on entend parler souvent à la radio, déjà, à la tête de la FNSEA, c'est un éleveur, c'est un céréalier, donc voilà. Et donc je parle d'Arnaud Rousseau de la FNSEA. Et pour les autres, en fait, on entend très peu leur voix. Alors, la question des revenus, bien sûr, c'est important. Quelqu'un qui travaille, il doit bien sûr toucher. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la vision. Quelle vision on a de l'agriculture pour demain? Nous, on a une vision très très claire pour 2030. Changer le modèle agricole, c'est-à-dire sortir de l'élevage intensif et puis réduire notre consommation de viande. Aujourd'hui en France, on mange chacune, pour les personnes qui mangent de la viande, en tout cas la moyenne, c'est 84 kilos de viande par an et par personne. Nous, on aimerait diviser par 2 cette consommation. Et si on la divise par 2, si on élève de façon aussi tragique les animaux, c'est parce qu'on en mange énormément aussi. Donc ça atténuerait un petit peu... C'est un objectif ambitieux, mais néanmoins consensuel. Déjà, c'est 65% des Français qui se prononcent pour. Et puis pragmatique, tout simplement. Alors d'ailleurs, vous, L214 promeut activement l'alimentation végétale, si je ne me trompe pas. Oui. C'est quoi la première étape pour un individu qui souhaite réduire sa consommation de produits animaux? C'est d'arrêter de consommer de la viande ou il y a des étapes intermédiaires? Quel est votre conseil, vous, pour changer ce modèle alimentaire? Ça dépend de chacun. Donc effectivement, on peut réduire la cadence, changer de fréquence. On peut véganiser les plats qu'on connaît déjà. On peut s'appuyer sur des sites qui existent. Aujourd'hui, on peut en trouver pas mal. Nous, on a développé Vegan Pratique. On a le Veggie Challenge. Et donc, on peut s'appuyer largement là-dessus et puis changer ses habitudes petit à petit. Alors, les industriels, on a parlé des agriculteurs, on a parlé des éleveurs, on a parlé des hypermarchés. Et les industriels, quels sont vos rapports avec eux? Comment ça se passe? C'est la guerre avec eux?
Non, c'est pas forcément la guerre. Effectivement, nous, on va les challenger, comme on challenge aujourd'hui LDC à s'engager sur des conditions d'élevage moins pires pour les animaux. Mais aussi, on a des actions très positives. Par exemple, avec le Veganuary, où on avait plus de 180 entreprises qui participaient pour justement faire découvrir l'alimentation végétale en France. Parce qu'on est quand même bien en retard par rapport à d'autres pays. Donc, non, c'est plutôt des rapports cordiaux. On a une formation en école hôtelière aussi qui existe. Donc, on les invite à nous contacter, au contraire. Alors, le gouvernement a lancé un grand plan avec les agriculteurs. Il y a 62 engagements qui ont été pris par le gouvernement cette semaine. Il y a une annonce de souveraineté agricole qui a été annoncée par Gabriel Attal. Vous y croyez ? Alors c'est un petit peu difficile effectivement d'y croire. Bon, mais ça c'est de la politique politicienne. En tout cas, la question de la souveraineté, oui, évidemment, ça nous intéresse. Aujourd'hui, on est en situation de fragilité alimentaire. On importe de la viande, on importe soja et autres pour l'alimentation animale. Donc on n'est absolument pas souverain. On est même en situation de grande fragilité. Et donc, ça passe par la réduction de la consommation de viande. Donc on va se rejoindre absolument avec Gabriel Attal sur ce point-là. Et puis effectivement, chacun doit pouvoir vivre des fruits de son travail. Ça, on le rejoint aussi. On entend la détresse des agriculteurs, des éleveurs, mais aussi des autres. Donc voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. On arrive à la fin de cette conversation. Quel conseil vous donneriez à nos auditeurs qui souhaitent vous soutenir et s'engager pour le bien-être animal ? On fait comment pour vous rejoindre ? Eh ben, on peut venir sur notre site. On a une lettre d'info qu'on peut recevoir. On peut venir sur nos réseaux sociaux aussi. On peut participer à tout type d'action. On a un réseau présent dans 50 villes en France. Et puis, on peut rejoindre aussi, évidemment, les membres de L214 qui sont déjà 50 000. Et j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui soutiennent L214. Voilà, merci. Alors, je voudrais terminer en citant un livre. Vous en avez cité un tout à l'heure. Moi, je voudrais citer Comment l'humanité se viande aux éditions Rue de l'Échiquier de Jean-Marc Gansil, qui fait aussi un point très intéressant sur cette consommation de viande et sur ses conséquences. Oui, tout à fait. Un travail très important de compilation, justement, d'études et qui fait une démonstration brillante de pourquoi on devrait arrêter de considérer les animaux comme de la nourriture et plutôt les considérer comme nos cohabitants sur cette planète. Merci Brigitte. Merci à vous Brigitte Gauthier. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'L214. Merci à vous Muriel. Et puis je le rappelle, c'est pas un hasard si on se tue à vous le dire, tout le monde aura toujours la parole sur Sud Radio, ne serait-ce que pour vous permettre à vous de vous forger votre propre opinion librement et de manière indépendante. C'est pour ça qu'on sera amené à en reparler dans cette matinale du Salon de l'Agriculture et on reparlera avec des éleveurs aussi. Merci à vous et à dimanche prochain Muriel. À dimanche Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.